Johnson est revendu à un planteur de tabac blanc appelé Bennett comme servant sous contrat. Comme mentionné ci-dessus, les servants sous contrat travaillaient pour une période de 4 à 7 ans pour payer leur passage et leur hébergement et leur droit à la liberté. À l'exception des servants sous contrat à vie, qui pouvaient être de toutes les couleurs. 1623, Marie, un négro débarque à la ferme en provenance d'Angleterre. Elle est la seule femme dans la plantation et ils finiront par se marier. Vers 1635, Antonio et Marie obtiennent leur liberté, un lopin de terre et un fusil, comme c'était l'usage. Antonio change alors son nom et devient Anthony Johnson. Anthony Johnson B. En 1651, il acquiert une parcelle de 100 hectares de terre, grâce au système de don de propriété susmentionné. Tout servant sous contrat, une fois son contrat honoré, avait droit à une parcelle de terrain accordée par l'ancien propriétaire pour pouvant subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Cela faisait aussi partie de la stratégie des colons américains d'offrir des terres aux immigrants ou de payer un loyer aux Indiens pour exploiter leurs terres au XVIIe siècle, en rachetant les contrats de 5 servants dont l'un était son fils Richard Johnson. Son terrain était situé sur The Great Onassabacock Creek, près de la rivière Pingoteac dans le comté de Northampton en Virginie. En 1652, un incendie malencontreux cause de gros dégâts sur la ferme, et donc Johnson demande d'avoir une baisse de taxes auprès des tribunaux locaux. Non seulement la cour réduit les taxes que la famille doit payer, mais le 28 février 1652, sa femme et leurs 2 fils sont exonérés de payer des taxes à vie. En cette époque, les taxes étaient demandées pour les personnes et non les propriétés, et selon le Virginia Taxation Act de 1645, tout nègre, homme et femme et tout autre homme âgé de 16 à 60 ans était imposable. La raison du jugement favorable pour les femmes de Johnson est inconnue, mais ce changement leur donnait le même statut que celui des femmes blanches qui n'étaient pas imposables. Pendant le procès, les juges ont noté qu'Anthony et Marie étaient des habitants de la Virginie, pendant plus de 30 ans, et sont respectés dans la communauté pour leur travail et leur sollicitude. Reconnu comme un nègre libre, Johnson a fait prospérer sa ferme de tabac. En 1651, il possédait 250 acres 100 hectares de terre, et les services de 4 hommes blancs et un homme noir, tous des servants sous contrat. En 1653, John Kazor, un servant sous contrat avec Johnson qu'il aurait acheté tôt dans les années 1640, s'est plaint auprès du capitaine Goldsmith, arguant que le délai de son servage avait expiré 7 ans plus tôt et qu'il était retenu illégalement par Johnson. Un voisin, Robert Parker, est intervenu et a demandé à Johnson de libérer Kazor. Parker proposait un travail à Kazor, et il avait signé un contrat d'indenture avec le fermier. Johnson a traduit Parker en justice en 1654 pour obtenir le retour de Kazor. La cour de Northampton a d'abord été favorable à Parker, mais Johnson a fait appel. En 1655, la cour a renversé son jugement. Trouvant qu'Anthony Johnson possédait encore John Kazor, la cour a ordonné qu'il lui soit retourné et que Parker paie ses frais de justice. C'était le premier jugement d'un tribunal du 13 Colony ou des colonies de l'Empire britannique d'Amérique du Nord, qui donneront naissance aux USA, qui stipulait qu'une personne qui n'avait commis aucun crime pouvait être tenue en servitude à vie. Même si Kazor était la première personne déclarée esclave légalement, il y avait des blancs et des noirs, servant sous contrat, condamnés à vie à la servitude avant lui. Les historiens décrivent le cas de John Punch comme le premier esclave prouvé, documenté, puisqu'il avait été condamné à vie à la servitude comme punition pour s'être évadé en 1640. Le cas Punch était significatif parce qu'il établissait la disparité des sentences d'un nègre et de celles de 2 blancs européens, servant sous contrat qui ont fui avec lui, l'un était hollandais et l'autre écossais. Les 2 blancs ont pris 4 ans supplémentaires de servitude. C'est le premier cas documenté en Virginie d'un Africain condamné à vie à la servitude. C'est considéré comme l'un des premiers cas légaux de distinction raciale entre les servants sous contrat noirs et blancs. Le cas Kazor démontre la culture et la mentalité des fermiers au milieu du XVIIe siècle. Selon les historiens T.R. Brain et Stephen Innes, Kazor croyait qu'il pouvait former une relation plus forte avec son patron Robert Parker qu'Anthony Johnson avait formé avec ses patrons. Kazor considérait que la dispute portait sur la relation vendeur-client, et son hypothèse erronée l'a perdu devant la cour.
Johnson savait lui que la justice locale partageait sa croyance en la sainteté de la propriété. Les juges se sont mis de son côté, même si dans les jugements futurs, le facteur racial jouerait un rôle prépondérant. Le cas Casor était emblématique de la difficulté pour les Noirs servants sous contrat d'être réduits en esclavage. La plupart des migrants africains ne savaient pas lire et n'avaient aucune maîtrise de la langue anglaise. Les fermiers pouvaient facilement les contraindre à l'esclavage en refusant de valider la fin de leur durée de contrat de servage. C'est ce qui est arrivé dans le cas Johnson versus Parker. Même si Casor avait 2 fermiers blancs qui ont confirmé qu'il avait terminé son contrat avec Johnson, la cour a toutes de même jugé en faveur de Johnson. En 1657, le voisin blanc de Johnson, Edmund Scarborough, a contrefait une lettre de créance dans laquelle Johnson reconnaissait lui devoir de l'argent. Johnson n'a pas contesté. Même si Johnson était analphabète et n'aurait pas pu écrire la lettre, la cour a donné à Scarborough 40 hectares des terres de Johnson pour payer sa dette. Pendant cette période, les Noirs libres profitaient d'une relative égalité avec la communauté blanche. À peu près 20% des Noirs libres en Virginie à ce moment possédaient leur propre maison, et la moitié d'entre eux étaient mariés avec des femmes blanches. En 1665, le racisme est devenu ordinaire. La colonie de Virginie a fait passer une loi en 1662 selon laquelle les enfants naissaient avec le statut de leur mère, d'après le principe romain de partus sequitur ventrem. Ainsi, tout enfant de femme esclave était esclave, peu importe qui était son père. C'était le contraire de la loi anglaise, qui stipulait que pour tout sujet anglais, les enfants adoptaient le statut de leur père. Les Africains étaient considérés comme des étrangers et non des sujets anglais. Johnson a déplacé sa famille dans le comté de Somerset, dans le Maryland. Il a négocié un contrat de leasing sur une propriété de 120 hectares pour 99 ans. Il a utilisé la terre pour démarrer une plantation de tabac appelée Torrey Vineyard. Anthony Johnson est l'un des premiers Noirs à posséder des terres et des esclaves aux USA. Il était un planteur de tabac très prospère. Il est né vers 1600 et est mort en 1670. Quand il est mort, au lieu que ses biens et donc sa propriété reviennent à sa famille, la Cour a déclaré qu'en tant qu'homme noir, Anthony Johnson n'était pas un citoyen de la colonie et sa propriété a été donnée à un immigrant blanc. Un contraste plutôt saisissant au vu de la déclaration de 1654 de la Cour selon laquelle Johnson et sa femme étaient des habitants de la Virginie, pour plus de 30 ans, et étaient respectés dans la communauté pour leur travail et leur sollicitude. Le récit victimaire de la